Chers téléspectateurs de l'Alternance TV, bienvenue à votre émission L'invité de la semaine. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ibrahima Ndiaye dit Iba, l'une des figures de proue du mouvement démocratique. Iba Ndiaye fut maire du district de Bamako, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, directeur général de l'agence pour l'emploi, l'ANPE, et vice-président de l'ADEMA, avant d'en être le président par intérim, deuxième vice-président de l'Union pour la République et la démocratie. Iba Ndiaye est aujourd'hui le président de l'association Notre Action pour le Mali. Avec lui, nous allons aborder l'actualité chez nous au Mali et en Afrique. Monsieur Ndiaye, est-ce que cette biographie vous semble exhaustive? Sinon, est-ce que vous pouvez la compléter? Merci beaucoup, je crois que vous avez tout dit. Ibrahima Ndiaye dit Iba. J'étais enseignant au départ, maître du second cycle, pour ensuite, au plan professionnel, et à me retrouver aujourd'hui à la retraite après avoir été maire du district de Bamako, ministre de son État. Et au plan purement politique, je suis de ceux qui ont participé à la création de l'ADEMA association. Ce jour-là, on était 36. Après la fin du régime de parti unique, on s'est retrouvé donc au niveau du nouveau bureau. Secrétaire, je n'étais même pas secrétaire plein, j'étais secrétaire adjoint à la solidarité. Chemin faisant, les événements ont fait qu'au prochain congrès, je suis devenu le secrétaire général du parti pour dire qu'on peut commencer de manière modeste et que par vos actions, les gens peuvent, c'est pas vous, les gens peuvent reconnaître vos contributions. Et pour faire court, au moment où je quittais l'ADEMA PAJ, que nous avons créé à la suite de l'association, à la suite de la fin du régime de parti unique, quand je quittais, j'étais le président par intérim. Après les événements douloureux qu'on a connus, Djongunda, qui est devenu président de la transition, et il ne pouvait pas cumuler les deux selon la loi, tout ça, etc. Je me suis retrouvé en tant que premier vice-président, donc président par intérim. C'est de ce poste-là que j'ai démissionné de l'ADEMA après les élections. Parce que simplement j'estimais que la place de l'ADEMA c'était dans l'opposition, dans la mesure où on a eu à affronter IBK. Il fallait le laisser faire ça. Bon, voilà les divergences, mais je suis resté dans l'âme ADEMA, c'est-à-dire que porteur des valeurs qui nous a amenés à des choix politiques de cette nature. Alors je suis arrivé à l'URD, bon, l'URD m'a bien accueilli, deuxième vice-président, aujourd'hui je le suis, mais l'URD aussi a éclaté malheureusement. L'EDR d'un côté, dirigé par le professeur Salikou qui était le premier vice-président, donc je me retrouve dans l'URD moi, et faisant suite à la décision du tribunal. Je ne juge pas ce que le tribunal a fait, j'ai mon impression personnelle, mais je pense que les institutions et la règle du jeu nous amènent à être réalistes et à ne pas s'opposer à la décision de la justice, ce qui ferait beaucoup de mal. Et par réalisme, je pense qu'il fallait accepter le jugement du tribunal parce que l'État lui-même se conforme à ce que la justice a décidé. Bon, bref, ça c'est d'autres débats. Alors voilà, je peux dire sur le plan politique, aujourd'hui je suis le deuxième président de l'URD. NAM dont je parlais, dont je suis le président, je l'ai créé avant d'aller même à l'URD. Mais en venant à l'URD, j'ai mis NAM entre parenthèses. C'est une association, Notre Action pour le Mali. Je ne voudrais pas rester bras croisés, je voudrais rester en tout cas dans la vie active, dans la politique, en donnant donc régulièrement mes avis, mes analyses, mes conseils. Alors à l'arrivée dans l'URD, qui était un nouveau parti pour moi, j'ai mis NAM entre parenthèses
pour ne pas donner l'impression que j'étais là avec d'autres ambitions, etc. Aujourd'hui, je me suis senti dans la nécessité de réveiller Nam, m'exprimer par Nam, pour dire ce que je pense en tant que Iba Ndiaye, sans porter préjudice à mon parti, parce que tout ce que je dis là, ce n'est pas des positions de l'URD. Et il faut être honnête dans la vie. Mais je demeure le vice-président de l'URD et je contribue ainsi au débat à titre personnel, avec beaucoup de respect pour les choix du parti URD, que je salue, que je remercie. Non, je ne crois pas. Moi, ce que j'ai dit d'abord, je le mets à la disposition de l'URD, qui pourrait en prendre ce qui est conforme à ses intérêts. Mais en même temps, je suis d'abord malien. Et ma vie a commencé par le social. Avant la politique, je suis né dans ça. Et mon parcours, je me souviens, IBK, bien que j'étais un opposant très dur à son régime, a gardé pour moi beaucoup d'estime. Et c'est lui qui m'a élevé au grade de grand commandeur de l'ordre national, qui est le palier, dernier palier. Quand il me mettait au cou le collier, la médaille plutôt, il m'a soufflé à l'oreille, écoute, je te fais ça, c'est pas pour des raisons politiques, c'est pour tes œuvres sociales. J'étais le seul à entendre ça, et voilà ce qu'il m'a dit. Ils savent tous que moi, j'ai travaillé d'abord à l'Union malienne des aveugles, et c'est de là que je me suis engagé dans la politique. Donc je renoue un peu avec mes anciennes amours, et ça c'est une partie importante de ma personnalité, de ma vie, tout court. Et c'est pourquoi je suis très heureux de renouer. Et Nam, très affligé, dans la mesure, je le dis dans le petit ouvrage que je viens d'éditer, on était très sincères. On s'est jeté dans la rue. On ne pensait même pas à une victoire quelconque, tellement le parti unique était puissant. Il décidait de tout. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand il y a eu le régime du parti unique constitutionnel, vous savez, c'est venu après le régime de Modibo Keïta, la référence absolue aujourd'hui. Modibo Keïta non seulement a été arrêté, son régime par terre, mais il est mort en prison. J'évoque tout cela avec beaucoup de peine. Alors, 23 ans après, on a fait le constat que c'est pas bon et nous sommes descendus dans la rue avec tous les risques. Je vais vous enlever ma chicha, vous allez voir les blessures, les traces. Quand on est venu nous trouver en meeting assis, les militaires, pour nous battre, moi jusqu'à ce qu'on m'amène à la clinique. Ceux qui étaient avec nous, ça, je n'ai pas besoin d'insister. Et nous avons fait une période au pouvoir et nous avons fait ce qu'on pouvait, mais je vous assure, ce n'est pas facile. Et c'est une remise en cause de cela qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris ma plume, je ne suis pas un homme de lettres ou bien diplômé, sorti des grandes écoles françaises ou américaines. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un docteur. Mais ce que j'ai appris de la vie, ce que j'ai appris par moi-même, me permet aujourd'hui de donner mon point de vue. C'est une remise en cause. Nous croyons à la démocratie. Mais le livre que j'ai écrit, j'ai parlé de défiance et de perversité. Bon, c'est peut-être que les gens lisent un peu mal et beaucoup n'arrivent pas à lire correctement. Mais ça veut dire que j'ai choisi un angle de critique, d'autocritique du modèle. Et aujourd'hui, moi, je l'ai dit, je le répète, je suis anti-putschiste.
Tout ce qui est coup d'État, je suis contre. Et c'est la raison pour laquelle vous m'amenez à parler de l'actualité. Quand il y a eu le coup d'État, je voulais par principe que les vice-présidents de l'URD, lors de leur première réunion, j'avais demandé à ce qu'on rappelle, on me dise en conclusion, au finish, que nous condamnons le coup d'État. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout que les officiers qui ont pris le pouvoir ont dit nous venons parachever. Mais je pense que ça disait tout. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que nous, j'ai rappelé ça dans la petite brochure, nous n'étions pas là pour qu'il y ait coup d'État, mais c'est l'entêtement du pouvoir des camarades à nous, des frères à nous, qui n'ont pas voulu lever le pied. Et les choses se sont dégradées. Les radicaux qui étaient là, je le rappelle également, ce n'étaient pas surtout les politiques. Ce sont venus d'autres horizons qui, dès le départ, ont dit qu'il faut qu'ils partent. Et malheureusement, c'est ce qui a fini par être. Et on était tous soulagés dans la mesure où des gens commençaient à mourir. Ça nous a soulagés, ça, il ne faut pas oublier ces moments-là. Alors voilà, et pour moi, le coup d'État du Mali, c'est d'abord un coup d'État civil avant qu'il soit militaire. Je dresse des similitudes avec ce qu'on a vécu en 91, quand Tété est venu pour nous délivrer. Alors, parce que les gens se sont assis, il y a eu les assises, il y a eu des débats, tout le monde a participé, et il y a eu un compromis. Tout le monde a trouvé qu'il faut peut-être gérer ça par le dialogue, par la négociation pour sortir de cette transition. Et on avait un bon souvenir de la transition gérée par ATT durant 14 mois. Et on est toujours dans la même logique, dans la même dynamique, même si les contextes ont changé, mais les choix, les fondamentaux demeurent. C'est pourquoi je suis peiné de dire que nous n'avons pas à faire le gendarme pour ce qui est arrivé au Niger. J'ai beaucoup de respect pour ce qui est arrivé au Mali, qui se justifie à certains égards. Et si les mêmes conditions, est-ce que le coup d'État du Niger est survenu de la même manière pour que nous en aille cautionner? Non, je ne crois pas. Le Mali aurait pu jouer un rôle de médiateur. Dans la mesure où on n'a pas rompu avec la CEDEAO, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup de difficultés, mais quand même, le minimum est resté et il y avait même une reprise avec la levée des embargos, tout ça. Entre militaires, on était très bien placés pour pouvoir faire cette démarche, je suis désolé. Mais c'est ce qui est fait, on dit si jamais on touche au Niger, le Mali entre en guerre. Bon, donc sur le plan politique, sur le plan de l'éthique, je ne peux pas cautionner ce soutien-là, même si je suis contre une intervention militaire, parce que je crois à la vertu du dialogue, de la négociation. Mais une intervention militaire de la CEDEAO pourrait apporter aussi des difficultés qui pourraient aller plus loin qu'on ne pense. Ce n'est pas souhaitable. Mais bien sûr, vous voulez dire, alors est-ce que les coups d'État s'expliquent? Mais ne se justifie pas dans tous les cas. Le coup d'État de Aya, on l'a dit, c'est le coup d'État le plus stupide qui soit. Il y a des cas où il y a des explications qui peuvent même être un peu de justification. Et il faut faire la part des choses. J'ai dit, la spécificité du coup d'État intervenu par Assimi et ses camarades. J'ai du respect parce qu'il y a eu des dialogues, il y a eu des... Et c'est pour moi, ce coup d'État-là n'est pas la même chose que d'autres coups d'État. Le soutien populaire suscité par le coup d'État au Niger et post n'est pas avant entier. Au Mali, ce n'est pas le cas. C'est le peuple qui est descendu des bas. Donc, je fais la part des choses parce que j'estime qu'aujourd'hui, le régime que conduit Assimi, survenu par le sud d'un coup d'État, il y a eu des dialogues, il y a eu des négociations, il y a eu des compromis. Ça nous engage. Et ce qui mène à dire que si nous sommes contre les coups d'État, mais nous devrions être contre tout coup d'État qui surviendrait à Assimi aujourd'hui. Parce qu'on a trouvé des compromis. Donc, c'est nous qui protégeons plus ce qui est convenu au Mali par rapport à nos jeunes officiers que ceux qui autorisent, qui soutiennent tous les coups d'État. Parce que rien n'est impossible. Un coup d'État peut arriver en Guinée, peut arriver au Mali, peut arriver en Côte d'Ivoire et ailleurs. On est contre ça. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des engagements.
ces engagements, j'espère, moi je ne fais pas de mystère à ça, j'espère qu'ils seront tenus. Si ce n'est pas le cas, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur, et même pour les autorités actuelles. C'est pourquoi je le dis, il n'y a aucune haine, mais c'est ma conviction et que tout le monde s'exprime. Et je vous remercie, je devais commencer par là, pour votre initiative. Et vous saluez aussi pour les efforts que vous avez faits. Youssouf, je te connais très bien, tu me connais bien. Je suis fier de ce parcours-là. J'espère que ça ira le plus loin possible. Nous sommes là et je suis désintéressé. Je ne le dis pas pour avoir quoi que ce soit, mais c'est pour le pays, si on est sincère. Après avoir exercé, moi j'ai exercé moins de pouvoir que beaucoup d'autres, qui sont dans le silence absolu. Le jour où tu occupes ton poste, tu t'en vas. Tu ne te sens pas redevable à ce pays-là. Et j'aimerais que tout le monde prenne la parole et que les autorités aident les gens à l'expliquer. Et nous avons notre cas au Mali. Nous souhaitons un bon aboutissement à cette transition. Là, pour notre culture, puisqu'on en parle beaucoup, nos traditions, la parole, l'engagement est quelque chose de sacré. Moi, ce que je sais, je suis un homme. Je ne sais même pas, je parlais de ce matin, est-ce que je ne dois pas parler de concrétisme, c'est-à-dire ma référence c'est le concret, les faits. Quelqu'un l'a fait en 14 mois. Est-ce que le Mali était en meilleur état après 91, 91? Mais tout était par terre. Tout. Mais la transition s'est faite en 14 mois. Nous sommes à 3 ans. Donc, dites ce que vous pensez. Je peux avoir tort, hein. Mes appréhensions peuvent ne pas être fondées ou justes. Mais l'avenir le dira. Mais est-ce qu'il faut toujours laisser aller après pour dire comme avec ATT, Ahmed Saïd non fait. Le chassé, il a regardé derrière, il n'y avait personne. Moi, je suis allé jusqu'à Dakar après qu'il m'ait dégagé de son gouvernement. Je suis allé le saluer jusqu'à Dakar. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça, parce que c'est un ami depuis les bancs de l'école, à l'école normale secondaire. Il m'a fait confiance, il m'a pris dans son gouvernement. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait. Mais profondément, je lui suis redevable. Je lui suis reconnaissant. Et il a beaucoup fait pour ce pays. Ça, on peut... C'était un militaire. Vous savez, c'est la deuxième fois, je le dis également dans la brochure. J'ai pris la plume une première fois quand en 1997, on était dans une crise totale post-électorale. On est allé partout pour expliquer. Les partenaires extérieurs avec Maître Demba et à son âme, j'ai fait une tournée en Europe. J'ai tiré la conclusion que nous ne pourrions pas aller aux 4 coins du monde pour aller expliquer partout. Alors, je dis, bon, écoute, je vais faire une petite brochure. Elle, au moins, elle pourrait aller partout. Et c'est donc la volonté d'apporter ma contribution, d'expliquer, de convaincre que j'ai pris la plume à cette époque. J'ai fait une première brochure. Et cette fois-ci, c'est pareil. C'est uniquement ça. J'ai 75 ans maintenant. Je suis grand-père, donc ce n'est plus le même Iba. Je suis tombé malade à un moment, Dieu merci, alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. Mais je suis chez moi, je réfléchis. Le Congolais travaille même dans le lit, surtout dans le lit. J'observe beaucoup de débats. Et ça, je pense que ça m'apporte beaucoup. Est-ce que je dois me taire? On a une dette vis-à-vis de ce pays. À un moment donné, on nous a fait confiance. Si aujourd'hui on nous dénigre, on nous dit c'est mon problème avec le PM actuel, qui a même envoyé un mot assez gentil quand je lui ai envoyé deux exemplaires du bouquin. Sympathique, je lui ai dit oui, mais mon problème seulement, je souhaite qu'on ait un jugement plus objectif du passé. Et voilà. Donc aucune haine. Et notre but, si on doit mener un combat encore, c'est de mettre balle à terre. Écoutez, dans ma conclusion, puisque vous parlez de ce bouquin, j'ai dit une chose et je l'ai répété sur certaines télévisions. C'est le moment où jamais on comprenne qu'il faut que tout le monde est ensemble. Tout le monde le dit. Mais les actes qu'on pose vont à l'encontre de ce vœu. On est tellement formaté, conditionné. Moi, je suis un spécialiste en sciences humaines. Je ne suis pas un financier, je ne suis pas un juriste, je suis un enseignant dans l'âme. J'ai dit, quiconque va gagner les élections va prendre le pouvoir dans ces conditions, il ne pourra pas gérer ce pays. Il ne pourra pas. Il y a une telle haine
les uns envers les autres, qu'on oublie quand même qu'il y a un niveau de consensus qui est dans la démocratie. C'est la Constitution. Ceux qui ont le pouvoir, ils violent cette Constitution. Ceux qui ne sont pas dans le pouvoir aussi, ils violent la Constitution. La pauvre Constitution, elle a toujours été malmenée. Commençons par ça d'abord. C'est quand vous avez une bonne compréhension de la démocratie, son socle, c'est d'abord le consensus. Et ceci est inscrit dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle, pour le voter, les conditions, les exigences, les critères ne sont pas les mêmes pour sa validation. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse le référendum pour sortir de cette impasse, parce qu'il y a d'autres engagements. Parce que pour moi, l'engagement, le défi majeur, c'est réussir à boucler cette transition, parce que nous avons des engagements vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est le mois de mars 2024. Si on s'amuse, je ne dis pas s'amuser, si on croit qu'on peut étendre ça à l'infini, je ne crois pas. Et je ne crois pas que cela soit bon pour ceux qui ont le pouvoir. C'est pour mon pays et c'est pour eux aussi parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Hein. J'ai dit, Assimi n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour prendre le pouvoir. Hein. Parce qu'il a les armes. Toi, tu n'es pas autorisé à porter les armes. Tu n'as pas été formé par ça. Ceux qui détiennent ça et qui l'utilisent pour pouvoir s'emparer du pouvoir, contrairement au principe, quelque part il y a problème. Mais un coup d'État, mais dès ils sont à l'abri peut-être d'un coup d'État par eux-mêmes, et souvent ça, avec Aya, les exemples sont là, j'ai dit concrétisme, c'est-à-dire que les faits sont là, sont têtus. C'est d'autres militaires qui peuvent venir les renverser. Et vous voyez ce qui se passe au Soudan. Et si demain, je ne le souhaite pas, parce qu'on va reprendre à zéro, que d'autres entourés même ça n'aille pas. Et vous allez soutenir ce coup d'État là aussi, mais je vous assure que beaucoup de gens vont sortir pour les soutenir. Mais ça, c'est la pratique, c'est l'expérience qui nous enseigne ça. ATTAB Saïd Nofé, c'est la première fois qu'on a entendu ça. Mais le jour où on l'a mis par terre, il a regardé derrière, il a vu qui? Qui? Et quand il est parti à Dakar, dans sa retraite, qu'est-ce qu'on entendait? ATT Yafam, Kanye Yabe Kanye. Non, écoutez, donc nous aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas ce que ça peut nous rapporter, mais être soulagé qu'on a pu dire ce que nous pensons vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis des nouvelles générations. Je suis comme ça et croyez-moi, je n'ai de haine pour personne. Je me préoccupe beaucoup pour mon pays et surtout ceux avec qui on a conclu quand même un deal. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? J'ai parlé du combat de Sisyphe, c'est-à-dire on risque d'aller à un éternel recommencement. Au Mali, c'est ce qui se passe depuis 1960. Certains cherchent aujourd'hui à faire croire que le régime de partir des 23 ans était meilleur même que d'autres régimes, que le mouvement démocratique même. Ce combat-là, bon, il peut se faire, ce débat peut se faire, mais il faut marcher sur mon corps pour m'amener à accepter de tels jugements insensés, injustes. Parlant de ceux qui le tentent, notamment le Premier ministre, le meilleur hommage qu'il a rendu à la démocratie, c'est d'avoir créé lui-même son parti quand nous avons gagné le combat du multipartisme. Quoi qu'ils disent, c'est qu'il nous a donné raison. Il nous a donné raison. Ce combat-là, lorsqu'il voulait avoir le récépissé avec le même nom, on a refusé, on a dit quand même, ce nom-là, c'est le parti unique qui était là, constitutionnel. On ne peut pas reproduire ce parti unique que chacun crée. Et ils ont créé leur parti. Il y a beaucoup d'hommes de parole, d'honneur dans l'ancien parti UDPM. Beaucoup de gens de l'UDPM se sont reconvertis. Qu'est-ce qu'on disait les gens qui s'opposaient au mouvement, pas au mouvement démocratique, mais au moment où l'ADEMA a gagné le pouvoir? C'est qu'on était des moussaïstes. Laissez-moi parler, hein. Des restaurateurs. C'est le discours qu'on disait contre le nouveau pouvoir. Parce que nous, on a compris une chose. Quand tu prends le pouvoir dans un contexte de démocratie, c'est la majorité qui fait la différence. On n'a pas jeté l'opprobre sur tout le monde. Nous avons accepté, nous avons démarché même des gens qui étaient des barons de l'UDPM. Parce que, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, nous disons nul n'est parfait, cela est vrai. Mais tout le monde est perfectible. Voilà des choses sur lesquelles on fonctionne. Il y en a qui ont accepté de jouer le jeu, ils sont jusqu'à présent ADEMA.
On a accepté qu'il soit avec nous. Donc les élections, les résultats étaient prévisibles, étaient évidents. Il n'y avait pas marche entre nous et les autres. Quand ils ont compris ça, ils ont voulu faire la même chose, mais nous, on avait déjà gagné le pouvoir. Et on a travaillé. Trop de choses. Tout le monde n'était pas parfait. Moi-même, c'est par moi, mais je ne suis pas un homme parfait. Et cela est valable pour tout le monde, pour Alpha, pour tous ceux qui ont exercé le pouvoir. Mettons-nous ensemble. Je vous donne des exemples. Je n'ai pas parlé comme ça aussi librement avec les autres. Hein. Quand tu vas à un débat, Dieu seul sait si j'en ai fait dans le passé. Je vais parce que je dois rencontrer mon adversaire politique. Je me prépare pour aller le détruire. C'est un ring. Les débats politiques, ici, c'est un ring. Alors que ceux qui sont en face, chacun a une part de mérite. Je ne cite pas de nom pour ne pas désobliger certains. J'ai vu les deux quand se retrouvaient. Et ils se battent, mais je vous assure, avec une arrogance, avec... les mots me manquent. Alors que j'ai pratiqué la plupart d'entre eux. Ils ont des mérites, ils ont des capacités. Ces capacités, quand vous vous divisez d'une certaine manière, vous combattez d'une certaine manière, mais ces capacités, ils vont l'utiliser pour vous détruire aussi. C'est pourquoi j'ai dit le prochain président, si on n'essaye pas de mener un plaidoyer, les gens qui vont se retrouver, et vous allez trouver une opposition, alors que vous avez énormément de difficultés. Ce n'est pas facile de gérer un pays pauvre comme le Mali. Un pays où les citoyens sont dans un système politique qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il faut réformer. Le livre, là, je lève le coin du voile en essayant de faire certaines propositions et je suis en train d'attendre les gens pour faire des débats sur ça. Alors, quand vous voulez réussir dans un tel contexte et qu'il y a toujours un bon pan de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous ne pourrez pas gérer. Il te sonore parce que tu vas avoir des difficultés. Si tu ne l'as pas sur le plan de la sécurité, tu l'auras sur le plan du coût de la vie, la pauvreté, la misère, les inégalités, les injustices. Je ne veux pas me comporter en donneur de leçons, hein, mais tous les jours, c'est ce qu'on nous donne à la télé, à le truc, avec des gens que j'ai connus, parce qu'ils sont seuls maintenant, ils sont aux affaires, et puis ils se dénigrent eux-mêmes après avoir créé un parti politique, ils dénigrent les hommes politiques, les partis politiques. Ce n'est pas mon cas, mais je suis sûr et certain qu'on va se retrouver. C'est pourquoi je suis heureux de vous recevoir ici. Mon mot de la fin, je vais me répéter, parce que ce que j'ai dit, si j'accepte aujourd'hui avec mon âge, avec mon statut d'ancien, c'est de dire ce que je crois. Mais tout ce qui est là-dedans, je n'approuve pas. Je ne suis pas d'accord qu'on m'élimine parce que j'ai 75 ans. Là où la démocratie est venue, les gens à 80, mais ce n'est pas pour ma personne. Et ce n'est pas une raison pour dire que je ne suis pas d'accord avec la Constitution. C'est contraire à toutes nos traditions. Quand tu vas dans mon village, c'est une famille. C'est chez moi, dans mon village, c'est les Diallo. Et jamais nous n'avons mis ça en cause. Jamais. Pas qu'ils soient plus riches que nous, plus honnêtes que nous, plus chose, mais c'est ça la tradition. Et c'est ce qui nous a volé une certaine résilience au niveau de les chefferies traditionnelles. Et quand on choisit, la famille doit choisir, on prend toujours l'aîné. Si ce n'est pas l'aîné, c'est qu'il y a problème. Et aujourd'hui, on dit, avec ton âge, il faut te jeter à l'eau. Mais si j'en parle aujourd'hui, ils diront que je ne suis pas, parce que je suis concerné. Non, pas du tout, et puis je suis très à l'aise. Parce que ne me sera rien. Il faut être fou pour chercher à être président du Mali. Quand il est allé, quelques temps après, il est revenu en force pour se présenter et gagner par les urnes. Tout ça pour vous dire que la pratique, la vie de tous les jours, c'est la première des écoles. Et si vous prenez ça comme référence, il te file. Voilà, c'est pour la guerre. Donc quand c'est la chefferie, c'est toujours le plus. Mais je vois les images là à la télé tous les jours. Il y en a qui ne peuvent même pas se tenir debout. On est obligé de venir les prendre. Si vous développez ce concept-là, vous pouvez même les enseigner. Ça veut dire que le premier chef, ce n'est pas lui qui gère. Il a à sa disposition les compétences, la jeunesse, les femmes, tout le monde est à sa disposition. Il est un ciment, il est un inspirateur. Et il distribue les rôles avec son expérience, sa sagesse. Et je ne dis pas que c'est le modèle. Le modèle malien est un modèle hybride dans la mesure où nous avons amené la démocratie. Il faut que vous soyez élu pour que vous puissiez diriger.
Mais au niveau villageois, on a eu l'intelligence de ne pas supprimer la chefferie traditionnelle. Les chefs de village restent. Ils gardent toute leur crédibilité. Et en tant que maire, tous les chefs de village de Bamako, ceux qui sont vivants, savent ce que j'ai eu comme attitude, comme politique à leur endroit. Nous pourrons développer tout ça. Et je souhaite d'abord qu'on se mette d'accord sur l'essentiel. Quand tu es élu pour 5 ans, c'est 5 ans. Le délai là, tu ne viens pas à quelques jours pour dire que tout n'est pas prêt, il y a ça, et il faut prolonger. Non, ça n'existe pas ça. C'est des engagements. C'est la même chose pour les délais qu'on a fixés une première fois, on a violé, on a violé une troisième fois. La réunion qui s'est tenue ne devrait même pas être. On devait venir aux gens, voilà le bilan, voilà où est-ce que nous en sommes. Visiblement, il y a des problèmes. Et nous souhaiterons vous les expliquer. Et puis, pour, en tout cas, ensemble, chercher les voies et moyens pour honorer nos engagements et pour que la transition prenne fin. Ce qu'on n'aurait pas pu faire, et la vie d'autres viendront. Et les mêmes là, ils resteront là. C'est des acteurs qui sont là. ATT est parti, mais il est revenu. On a tellement d'exemples de leçons. Mais si vous voulez transgresser tout le temps vos engagements, il arrivera un moment où vous-même, avec l'usure du temps, le pouvoir lui-même va en souffrir. Voilà ce que je peux dire. Et je ne serai pas indifférent, je ne serai pas, en tout cas, l'ancien maire, l'ancien ministre, l'ancien dirigeant politique. Je le rappelle, quand on s'organisait, on créait avant le parti, l'association, on était 36. Et nous avons fait les débats ici. Il y a eu beaucoup de choses depuis. Alors aujourd'hui, de grâce par respect à tous ceux qui sont morts, à tous les patriotes, les vrais, les sincères, que nous puissions au moins avoir notre mot à dire et demander aux gens de nous croire. Si on ne peut pas faire cette concession, on n'ira nulle part et on est dressés les uns contre les autres, comme des ennemis irréductibles. Il faut que je te tue. C'est tout pour cette émission, l'invité de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous demandons de rester connectés pour ne pas rater en tout cas nos émissions. Et merci pour votre aimable fidélité.